Ce qui nous rassemble aujourd'hui dans cette table ronde, c'est un sujet qui va être brûlant pour le XXIe siècle, l'Anthropocène, comme le qualifient certains journalistes, et qui nous interroge au regard des valeurs humanistes qu'il va falloir défendre. On considère, année après année, le changement climatique est le phénomène le plus spectaculaire qui manifeste le caractère planétaire des bouleversements écologiques et consécutifs à ces actions humaines. Mais ce n'est pas le seul. L'ensemble des désordres constatés a conduit les scientifiques, depuis le début de ce millénaire, à considérer que la planète est sortie de l'époque holocène pour entrer dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, marquée par le poids des activités humaines sur les phénomènes géophysiques. Mais ce changement global est aussi un changement et un phénomène très diversifié, non seulement parce qu'il affecte de façon très différente par ses effets sur leur milieu de vie les populations de l'ensemble du globe, et tout autant parce que celles-ci y ont très inégalement contribué et ne peuvent y répondre de la même façon. Donc cette notion d'anthropocène implique que l'histoire humaine et celle de la nature se rencontrent aujourd'hui, constituant un seul ensemble. Et que signifie dans ce contexte l'unité de l'humanité, dès lors que l'on constate que le poids des populations humaines dans le changement global est inégal et qu'elles en sont différemment atteintes. Et si la recherche d'un accord commun entre les nations rend nécessaire la définition d'un intérêt général, sur quelle base politique et scientifique penser cette unité? Et surtout, en termes d'humanisme, qui nous intéresse, nous, très spécialement, les francs-maçons, quelles sont les valeurs susceptibles d'être remises en question? Quelles sont celles susceptibles de perdurer ou d'apparaître et qu'il convient de considérer comme prioritaires à défendre dans ce nouveau paradigme? Telles sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre au cours de cette table ronde et au cours de cette heure et demie à venir. Alors, comment allons-nous travailler? 3 temps vous sont proposés. Tout d'abord, 2 brefs témoignages, une petite dizaine de minutes, que nous avons retenus de 2 loges du Grand Orient de France qui, parmi beaucoup d'autres, ont travaillé cette question, à savoir, pour le midi, la Lumière du Sud à La Ciotat. C'est une très vieille loge du Grand Orient de France qui fêtera le 14 avril, on y est bientôt, c'est 120 ans. Bon anniversaire. Et dont les feux furent allumés avec le concours d'Antoine Lumière, tout un programme. C'était le père des frères Lumière qui l'installa dans un bâtiment lui appartenant à l'époque. Elle paya plus tard un très lourd tribut au national-socialisme sous le régime de Vichy. Et elle confie aujourd'hui à Anna Negulescu, ici présente, ingénieure en informatique, le soin de présenter ses travaux sur l'Anthropocène. Elle est plus spécialement passionnée par la compréhension structurelle de notre monde entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et elle s'inquiète vivement de la tendance de notre civilisation à courir de plus en plus vite vers sa propre destruction. S'il vous plaît, il y a des écarts de son, ou bien vous approchez, ou bien le son est très fort, de la réverbération, et la fois c'est trop faible. Est-ce qu'à la technique, on peut régler le problème? Je ne sais pas. Et sans micro? Ah oui, mais sans micro, on doit l'enregistrer. Bon. Et pour le Septentrion, donc, la loge Éthique et République de Ronchin, près de Lille, une loge beaucoup plus jeune, comme l'aurait dit Victor Hugo, ce siècle avait 2 ans lorsqu'elle vit le jour, très engagée sur la réflexion sociétale, la rénovation du lien social et l'économie sociale et solidaire, et ici représentée par Jacques Duvaux, économiste, universitaire et ancien président de l'Université de Lille, Sciences et Technologies. Nous prendrons
Ensuite, peut-être 2 ou 3 brèves interventions dans la salle, non pas pour ouvrir un débat, mais simplement pour compléter les témoignages entendus. Dans un second temps, nous prendrons connaissance d'une communication plus étendue sur cette question, assurée par notre grand témoin, ici présent, Yves Vaillancourt, Canadien natif de Montréal, où il étudia les sciences politiques et la philosophie à l'Université du Québec, ainsi qu'à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'Université de Paris. Écologue, il a été directeur de l'Association québécoise de lutte contre les pluies acides et aussi secrétaire de la Coalition canadienne pour un débat public sur l'énergie. Et il a aussi traduit de l'anglais le manifeste que certains d'entre vous connaissent peut-être, de la Deep Ecology, le superficiel et le profond, du philosophe norvégien M. Naes. En tant que philosophe et imprégné des grands courants humanistes, il a également beaucoup publié, notamment une étude critique sur le principe de responsabilité dans ce Jonas, et c'est sur l'œuvre cinématographique de Kieślowski. Il enseigne aujourd'hui la philosophie à Montréal. Initié au Grand Orient de France en 1987, il est membre fondateur de la loge Les Amis Réunis du Grand Orient du Québec à Montréal. Et nous comptons sur lui pour élargir notre réflexion humaniste et philosophique sur l'Anthropocène à partir des horizons américains dont il peut témoigner en connaissance de cause. Voilà. Et puis il nous restera la troisième étape, peut-être la plus importante, une dernière grande demi-heure pour engager un débat aussi constructif que possible avec vous tous. Nous sommes donc dans l'Anthropocène, nouvelle ère géologique définie récemment, se différenciant de la précédente par l'empreinte de l'homme sur la Terre, désormais visible pour l'éternité. L'homme a réussi à changer la planète, mais pas en bien. Cette époque se caractérise par la consommation accélérée des ressources fossiles et naturelles sur lesquelles est bâtie notre civilisation. Un ensemble de phénomènes en découle au niveau planétaire. La dégradation galopante de notre environnement, la surpopulation, la disparition de très nombreuses espèces animales et végétales, le dérèglement du climat, la pollution et d'autres. Quelque part au long de la route, pendant que notre spiritualité devenait de plus en plus sophistiquée, nous avons oublié que nous sommes partie intégrale de la nature. Dans notre philosophie, il y a la nature d'un côté et l'humanité de l'autre. Maintenant, nous sommes en train de prendre conscience que nous-mêmes faisons partie de cet équilibre fragile et que toute dégradation du milieu naturel se répercute aussi sur nous-mêmes et pas seulement sur les autres habitants de la Terre. De nombreuses études et analyses scientifiques rendent compte de la situation actuelle et simulent des courbes et tendances de développement de notre société dans son ensemble. Les résultats diffèrent en fonction des paramètres d'entrée, des algorithmes ou du degré d'optimisme des réalisateurs. Le constat commun de toutes ces analyses est, d'un côté, l'inéquation entre les besoins de 7,5 milliards d'humains, en croissance programmée jusqu'à environ 9 à 10 milliards vers le milieu du siècle, et de l'autre côté, l'épuisement des énergies et minerais fossiles, la difficulté d'exploitation des gisements de plus en plus pauvres, l'agonie des sols, déforestation, la raréfaction de l'eau douce, dépeuplement des océans et d'autres. Ajoutons le désir légitime de développement économique des populations qui induit une consommation croissante des ressources, du moins s'il se perpétue sur le modèle occidental actuel. Ajoutons aussi le dérèglement climatique, les phénomènes météorologiques extrêmes qui créent
des tensions croissantes entre les nations, des guerres pour les ressources. Les pays pauvres et les migrants du climat sont les premières victimes. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle pour résoudre cette inéquation. On pourrait définir un humanisme de l'Anthropocène comme un ensemble de moyens susceptibles d'assurer le bien-être des humains dans la durée. Il y a urgence. Plus on attend pour agir, moins on a de chances de réussite. Les pires prévisions du GIEC ont été dépassées par l'emballement non maîtrisé du réchauffement climatique et la disparition accélérée des espèces. La solution sera de trouver un autre modèle de développement plus qualitatif qui conduira à la décroissance de la consommation des ressources naturelles. Il faudra agir simultanément sur tous les leviers possibles, articuler toutes nos actions autour de cet idéal, en faire notre objectif. Établissons des lignes de conduite, proposons des objectifs globaux, dont je vais énumérer ici 6 auxquels nous avons pensé. Informer et débattre. La première action à mener est l'information et la sensibilisation du public et des représentants politiques au problème et à sa gravité, faute de quoi rien ne pourra être engagé avant la survenance d'une catastrophe. Mener des actions au niveau mondial, la collaboration des peuples est indispensable. Aucune frontière ne saura arrêter les dérèglements. Nous devons parler ouvertement de tous les problèmes, abattre tabous et barrières, parce que tout est lié. On ne peut pas les traiter séparément. Maîtriser la population. Mettre en adéquation les structures et l'organisation sociale pour préparer une décroissance démographique. Ne plus subventionner le natalisme, conditionner les aides au développement à la mise en place de politiques de planification démographique. Éduquer les femmes, subventionner les organisations humanitaires et sanitaires dans les pays pauvres, mettre à disposition des moyens fiables de contraception. Favoriser la participation à l'effort général des différentes religions pour qu'elles remplacent le message ancestral de « croissez et multipliez-vous » par celui de l'amélioration du bien-être des vivants et de leurs descendants. Agir sur le capital qui gère tout, politique, économie, médias et opinion publique. Arrêter la propagande de l'argent, détourner le capital du profit immédiat, du bénéfice à tout prix, pour le canaliser vers la mise en œuvre des actions, vers un profit humaniste dont bénéficieraient à long terme les générations futures. Mettre un point final à la société de consommation, arrêter de produire des biens non indispensables au développement humain. Changer la façon de produire, créer pièces et objets interchangeables, standardisés, arrêter la diversité génératrice de gaspillage, revenir vers le basique, interdire l'obsolescence programmée et les objets jetables. Arrêter la surproduction et la surconsommation, bannir la publicité. Réduire la consommation dans les pays développés, les dépenses inutiles au niveau individuel et sociétal. Développer de nouveaux métiers pour la réutilisation des déchets, financer la recherche dans ces domaines. Pour réussir tout ça, il va falloir transformer notre mode de pensée, nos valeurs. Il faudrait promouvoir une société de partage et de solidarité, transformer l'enseignement, éduquer les générations futures dans l'esprit de la décroissance et de l'économie, proposer des prix et des concours d'idées pour la mise en œuvre de ces concepts.
Et enfin, mais pas le moindre, changer la démocratie complaisante et faible d'aujourd'hui. Il faudra un système capable de gérer une telle transformation de la société, tout en évitant la prise de pouvoir par les extrêmes. Quand bien même l'être humain ne serait pas le seul responsable du réchauffement climatique, il n'empêche que la raréfaction des ressources naturelles, l'épuisement des sols, la pollution de l'air et de l'eau, la prolifération des déchets sur terre et sur mer sont bien de son fait. L'urgence de l'action impose des mesures drastiques qui ne seront acceptables qu'équitablement mises en œuvre. Je vais juste finir avec une citation de Gandhi. « Vivre tout simplement pour que tous puissent simplement vivre. » On vient de voir que cette ère nouvelle, qu'on appelle l'Anthropocène, se caractérise par une action déstabilisatrice des activités humaines sur les grands équilibres naturels. Au-delà de la question de savoir quand cette action déstabilisatrice a débuté, on ne peut que constater aujourd'hui une accélération des dérèglements, que ce soit du point de vue climatique ou du point de vue de celui de l'effondrement de la biodiversité, pour ne prendre que ces deux exemples. On constate d'autre part une importante imprévisibilité des phénomènes qui sont ainsi hors de contrôle. C'est la combinaison d'un mode de production intensif et d'un mode de consommation, comme on le verra, conduisant à une surconsommation qui génère ces déséquilibres et qui obère de ce fait la quantité de ressources naturelles que nous laisserons à nos descendants. Nous avons donc une responsabilité particulière à assumer. Face à cette situation, diverses réponses se font jour. L'une consiste à nier, et on le trouve, le phénomène, comme le font quelques scientifiques au sujet du réchauffement climatique, ce qui peut servir d'alibi, ou au moins en minimiser les conséquences. C'est la réponse d'un Trump aux États-Unis, au nom d'une priorité qu'il dit vouloir accorder à la satisfaction du bien-être immédiat de la population, envisagée sous la forme de la possession maximale de biens. Une autre réponse consiste à penser que les progrès scientifiques et techniques permettront sans aucun doute de surmonter cette situation, et on voit fleurir nombre de scénarios dignes de films de science-fiction. Il ne s'agit pas de nier l'importance des avancées scientifiques et techniques pour notre avenir, mais il convient toujours de les confronter aux enjeux sociétaux, écologiques, éthiques, et d'en mesurer les effets dans l'avenir. N'oublions pas les dégâts durables d'une agriculture intensive basée sur l'agrochimie, censée résoudre nos problèmes agricoles et alimentaires. Ce que nous avons souhaité montrer dans cette contribution dans ma loge, c'est qu'une autre réponse, basée sur des valeurs humanistes, celles qui sont à la base de l'engagement maçonnique, est possible. C'est à partir des finalités de l'homme qu'il est possible de construire un monde nouveau de développement répondant aux besoins humains, tout en respectant l'environnement naturel. Nous avons trop longtemps oublié que l'homme était partie intégrante de la nature et nous avons considéré qu'elle n'était qu'une ressource. On parle d'ailleurs à ce sujet de ressources naturelles qu'on a longtemps considérées étrangères et neutres, voire inépuisables. Ces ressources, on pouvait les exploiter sans vergogne, les surexploiter pour satisfaire nos propres besoins, et l'exemple de la surpêche en est une illustration. Il faut que nous réapprenions à respecter la nature. Et pour cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience de notre appartenance à un écosystème terrestre fragile et des interactions qui s'y forment. Alors que la marchandisation de la nature s'étend, il convient aussi de rappeler que celle-ci est un bien commun au sens d'un milieu partagé dont chacun est comptable, pour reprendre une expression de l'anthropologue Philippe Descola. Alors que la nature n'a pas d'expression dans le champ politique, comment la réintroduire autrement que par des études d'impact? Dans un souci de solidarité intergénérationnelle, il nous faut penser dans le temps long, alors que la plupart des décisions sont prises en fonction d'opportunités de court terme. C'est notre responsabilité que de transmettre aux générations futures
un patrimoine satisfaisant pour qu'elles puissent vivre dignement, alors que nous avons tendance à consommer au-delà de ce que ce patrimoine permet. Il nous faut aussi penser large. Même si les manifestations des dérèglements naturels sont spécifiques aux différentes régions, c'est l'ensemble de l'humanité qui est affectée. Il suffit de penser à la déforestation de la forêt primaire. Elle est dramatique pour les pays concernés, elle est dramatique pour l'humanité. On pourrait souhaiter qu'à l'instar de la COP21, il y ait une prise de conscience mondiale des enjeux, des urgences, pour définir des perspectives d'action commune. Pourquoi pas une COP 01 de l'Anthropocène. Cela nécessite de faire émerger l'idée d'un intérêt commun, alors que l'on constate aujourd'hui un repli sur des espaces identitaires. Il nous faut aussi construire un autre type de relation entre les pays fondé sur la solidarité, l'hospitalité, le respect réciproque pour tisser des liens équilibrés, des relations plus fraternelles. Cela est d'autant plus nécessaire que du fait des dégradations des conditions de vie, les migrations internationales, en particulier les migrations climatiques, vont progresser et s'ajouter aux exils liés aux différentes guerres que nous connaissons. On parle déjà de l'ordre de 250 millions de réfugiés climatiques d'ici les années 2050-2060. Nous savons que ce sont les pays les plus proches de ces catastrophes qui seront les plus sollicités, pays qui, en général, connaissent les plus grandes difficultés. Mais nous craignons que nos pays soient les plus affectés, ce qui est très loin d'être le cas, et nous construisons des barrières pour empêcher l'immigration. Il nous faudra bien affronter cette réalité dans le respect des droits de l'homme qui font de la liberté d'être mobile un droit fondamental rappelé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle un franc-maçon, Henri Laugier, a particulièrement participé. Au-delà, ce sont nos modes de consommation et de production qui sont à revoir. La consommation de biens et services est de plus en plus déconnectée de besoins vitaux, et dans ces besoins vitaux, j'inclus les besoins d'éducation, de culture, de santé et tous ces besoins. Nous sommes soumis à une pression permanente qui veut que c'est la quantité de ce qui est produit, consommé, qui est le critère du bonheur. Nous sommes confrontés à une obsolescence physique, on l'a dit, mais aussi à une forme plus subtile d'obsolescence psychologique qui veut que les biens doivent être renouvelés constamment pour que l'on reste dans la course, pour ne pas être has-been. Prenons le cas des smartphones. Leur durée de vie dépasse largement le taux de rotation, leur durée physique dépasse largement le taux de rotation entre 12 et 18 mois, générant un gaspillage énorme. Il nous faut retrouver une autre vision de ce que peut être le bonheur, de ce que peut être la prospérité, indépendamment du volume de biens et services produits mesurés par le fameux PIB. Des travaux sont menés autour de ces thématiques, il faut les soutenir. Ne pas consommer au-delà de ce qui est raisonnable ne veut pas dire être ascétique, mais au lieu d'accumuler des biens, rechercher une autre voie, peut-être plus intérieure, d'accomplissement personnel, privilégier l'être à l'avoir. Ce choix, c'est d'abord à nous de le faire, citoyens des pays développés. Il faudra en même temps aider les pays les moins développés à se déprendre de notre modèle de développement ancien que nous leur imposons trop souvent pour qu'ils construisent leur propre chemin de développement. Il nous faut aussi revoir notre façon de produire pour limiter l'empreinte écologique de nos activités et assurer la satisfaction de besoins. Cela implique d'aborder une vision productiviste, une vision dans laquelle la rentabilité financière est de plus en plus déterminante, et on le voit aujourd'hui tous les jours, on voit tous les jours la fermeture d'activités ayant une rentabilité positive, mais jugée insuffisante du point de vue financier. Il faut donner plus de place à la satisfaction des besoins sociaux non couverts, car jugés moins rentables, mais qui sont tout aussi nombreux et réels. Décarboner la production, favoriser la transition énergétique, etc., sont autant de pistes à creuser pour refonder une nouvelle approche de la production. Pour terminer, je voudrais insister sur 2 points. La nécessité de sensibiliser la population, et en particulier les nouvelles générations. Cela passe par l'école, et l'introduction dans les parcours scolaires d'éléments visant à la responsabilisation pour aider les futurs adultes à être acteurs de leurs choix. Ma seconde remarque repose sur l'idée qu'on ne peut pas tout attendre des décisions publiques, d'autant que celles-ci devraient être pour une part prises au niveau interétatique. Il convient de favoriser toutes les initiatives citoyennes,
Elles sont heureusement nombreuses, trop souvent mal connues. Il convient de les valoriser, et c'est donc par la nécessité de faire vivre une démocratie renouvelée pour répondre à ces enjeux de l'Anthropocène que je terminerai ce propos. Comme je ne suis pas du Grand Orient de France, j'aimerais d'abord le féliciter pour la tenue de ces utopiales. Nous semblons emportés par un courant tumultueux dont nous ne savons pas très bien où il va. Nous percevons des dangers, mais nous devons aussi montrer les promesses. Et je crois que le nom d'utopial est magnifiquement choisi. J'aimerais également remercier Rémi Noël de m'avoir invité. Et lui qui orchestre cet atelier, qui nous place devant ce défi de voir avec des yeux neufs notre idéal d'humanisme qui nous vient des Lumières pour donner une référence, mais qui doit maintenant intégrer cette nouvelle donne que nous appelons ici l'Anthropocène. Bien sûr, il nous faut préserver les valeurs que nous chérissons depuis ce siècle des Lumières, liberté, égalité, fraternité. Mais en même temps, quelque chose doit changer, plusieurs choses sans doute. Et c'est de ça dont vous ont parlé les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune, et puis c'est de ça dont je veux vous parler moi aussi. Alors, il y a 10 000 ans, avec la fin de la dernière glaciation, a commencé l'ère géologique de l'Holocène. Certains scientifiques avancent que nous sommes entrés récemment dans l'ère de l'Anthropocène, signifiant par là que l'agir de l'être humain revêt désormais une dimension géologique. Dans son principe Responsabilité, un livre publié en 1979 est maintenant considéré comme une contribution majeure sur le sens qu'il nous faut donner à nos responsabilités morales et politiques en cette nouvelle ère de l'Anthropocène. Hans Jonas affirme que l'être humain doit désormais être qualifié d'homo faber. L'homme se fabrique grâce à cette technique. Nous avions d'ailleurs cet après-midi un atelier sur les enjeux du transhumanisme. L'homme réarrange aussi la nature grâce à cette technique. Quelle sagesse serait à la hauteur du pouvoir dont l'homme est maintenant investi? Car n'oublions pas qu'avec le pouvoir vient la responsabilité. Tu peux, donc tu dois, nous dit le philosophe. Et quel sens doit prendre aujourd'hui le projet humaniste que nous portons depuis les Lumières, et même avant, comme en témoigne, par exemple, L'homme de Vitruve, une œuvre de Léonard de Vinci. Comment la compréhension de l'interrelation de l'homme avec la nature vient-elle transformer notre vision de l'humanisme? Voilà la question que j'aimerais aborder avec vous. Cette réflexion sur l'humanisme à l'ère de l'Anthropocène m'amènera à traiter plusieurs thèmes, tous interreliés. Le capitalisme, la guerre, la question de l'unité du genre humain, la démocratie et notre rapport à la nature, et de ça on n'en a pas parlé encore beaucoup, de notre rapport aux autres animaux. Certains de ces thèmes sont à l'étude dans d'autres ateliers, des utopiales. C'est pourquoi je devrais me contenter d'esquisser des liens, mais sans pouvoir développer plus, et j'espère que vous m'en excuserez. J'insisterai cependant sur l'un de ces thèmes, à savoir notre rapport à la nature et aux animaux, car il me semble que les principes qui nous guident, et je parle ici en tant que franc-maçon, devraient en faire mention. Je dis cela car notre humanisme hérité des Lumières fait l'impasse sur ce sujet. Il est très anthropocentrique, si on veut le qualifier. Or, s'il est vrai que la révolution écologique passe par une transformation de soi, cela implique pour nous un réexamen de nos principes. Et si ma contribution à l'atelier d'aujourd'hui pouvait œuvrer en ce sens, j'aurais le sentiment d'avoir planché, comme nous disons, non seulement en esprit, mais avec le cœur. En effet, ces principes qui nous mobilisent à l'ouverture de nos travaux font appel à notre intelligence comme à nos sentiments, à ce que nous appelons l'amour fraternel. Il convient que nous posions l'idée directrice suivante. Avec le réchauffement climatique,
la 6e extinction massive des espèces et l'ensemble des perturbations des écosystèmes, Homo sapiens, appelé aussi Homo faber, est désormais confronté au plus grand défi de son histoire. L'humanité va droit dans le mur et je ne vois poindre aucun signe de changement, déclarait Ban Ki-moon lors de l'ouverture de la conférence de Copenhague sur le climat en 2009. Que ce défi implique pour nous de grands changements à plusieurs échelles ne fait aucun doute. Commençons par situer dans l'histoire l'humanisme, c'est-à-dire l'idéal philosophique que nous avons pour l'être humain, comprenant des obligations morales, juridiques, mais aussi des aspirations spirituelles. De nos origines jusqu'à nous, en passant par le turbulent XXe siècle, court un fil qui a bien failli plusieurs fois se briser. Notre vision du monde, exprimée, je parle encore une fois en tant que franc-maçon, dans nos rituels et principes, est tributaire d'esprits modernes tels Condorcet, pour lesquels le progrès est une sorte de loi naturelle, affranchissant les peuples des chaînes de la superstition et unifiant l'humanité dans un état de plénitude rationnelle. Raison, éducation, travail, industrie, commerce, extension des droits économiques et politiques sont les principaux axes de ce progrès. Un absent dans ce programme, la notion de commun, de bien commun, relativement éclipsée par celle de propriété privée que le Code Napoléon présentera presque comme un absolu. Nous y reviendrons. Il est possible de prétendre, sans risquer de passer pour trop réducteur, que le facteur économique a pesé un peu plus lourd que les autres dans le cadre de ce projet. C'est ce que nous avons appelé le développement. Mon ancien professeur, Cornelius Castoriadis, de l'École des hautes études en sciences sociales, corrigeait et parlait plutôt de mythe du développement. Pour lui, la signification imaginaire centrale du mythe du développement, c'est le fantasme de la maîtrise rationnelle sur l'ensemble du vivant qui autoriserait la croissance illimitée. Quoi qu'il en soit de ce fantasme, associons ce facteur économique, soi-disant axe de progrès, à l'accumulation capitaliste. Est visé ici ce que nous appelons l'amélioration matérielle de la société. Oublions un instant l'amélioration morale. Mais essayons de ne pas l'oublier tout à fait. Dans Capitalisme et pulsion de mort, coécrit avec son ami québécois Gilles Dostalaire, le regretté frère Bernard Maris, qui, comme vous le savez, a été assassiné lors de la tuerie de Charlie Hebdo, avance que l'accumulation se fait dans un temps capitaliste qui repousse toujours à plus tard le temps véritablement humain. Nous avons là un thème de réflexion qui nous vient de Marx, la distinction entre le temps de l'aliénation, dont il est dit dans les manuscrits de 1844 qu'il dénaturalise l'homme et déshumanise la nature, et un temps dit humain, celui de la liberté, et qui permettrait une sorte de réconciliation entre l'homme et la nature que Marx, au demeurant, n'a jamais bien défini. Marx a surtout exalté l'industrialisation. Mais revenons au livre de Bernard Maris. Sa thèse est que l'accumulation capitaliste est rien de moins qu'un détournement de la pulsion de mort vers le monde extérieur, c'est-à-dire la nature. L'accumulation nécessite une prédation qui est déjà une destruction, car plusieurs écosystèmes s'effondrent suite à des prélèvements excessifs. L'état des écosystèmes marins, par exemple, est déjà très inquiétant. L'accumulation passe ensuite par la consommation effrénée de l'objet à obsolescence programmée, dont Madame a parlé tout à l'heure. Autre destruction, mais incomplète celle-là, puisque la consommation rejette dans l'environnement quantité de déchets qui le souillent et le détruisent. Nous avons tous entendu parler de ce 7e continent, cette plaque de déchets plus grosse que la France qui dérive sur l'océan Pacifique.
Le concept de pulsion de mort, que reprend Bernard Maris, nous vient de Freud. Il n'autorise plus, si on le suit bien, Freud, il n'autorise plus l'optimisme de Condorcet, qui faisait du progrès une loi naturelle. Comme dans les philosophies antiques pour lesquelles la polarité amour-haine est la condition de tous les vivants, Freud a développé dans sa correspondance avec Einstein une conception de l'être humain dont je ne sais comment il faut la qualifier. En tout cas, elle s'oppose à un certain optimisme. Une conception de l'être humain, donc, qui considère possible de lier dans l'amour une assez grande quantité d'hommes, mais pour autant qu'il en reste d'autres à agresser. C'est-à-dire que l'amour collectif est possible au sein d'une société, mais seulement s'il y a un exutoire de la haine vers l'extérieur. Cet extérieur, ce sont d'autres hommes, les ennemis, et les boucs émissaires, comme les appelle René Girard. Mais ce serait aussi la nature elle-même, comme le dit Bernard Maris. La concorde universelle ne serait donc pas pour demain. Cet échange de lettres entre Freud et Einstein, édité aujourd'hui sous le titre de « Pourquoi la guerre ?», fut réalisé sous les auspices de la Société des Nations en 1932. Et nous connaissons la suite. Pour un philosophe comme Emmanuel Lévinas, la catastrophe qu'a été la Seconde Guerre mondiale a sonné le glas de l'humanisme. Après Auschwitz, parler d'humanisme serait indécent, a-t-on entendu. Néanmoins, la fin des années 40 fut positivement marquée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, à laquelle il a été référé tout à l'heure. Et je pense que nous avons là un document phare, en concordance avec nos principes, nous francs-maçons. C'est pourquoi il est intéressant d'écouter ce qu'en disait récemment l'un de ses rédacteurs, Stéphane Hessel, l'auteur du manifeste « Indignez-vous » et l'un des inspirateurs du mouvement Occupy. Peu avant sa mort, en 2013, il confiait que si la déclaration de 1948 était incontestablement la réponse à l'inhumanité qu'on venait de subir avec la guerre et l'Holocauste, il lui manquait quand même quelque chose. Il y avait nécessité, précisa-t-il, de sauver l'humanisme, c'est-à-dire l'ensemble des obligations de l'homme à l'égard de la plus haute idée qu'il se fait de lui-même. Il fallait prévenir le retour de la barbarie qu'avaient été la guerre et l'Holocauste. En passant, je crois important ici de mentionner le livre remarqué de Timothy Snyder, publié en 2015, Terre noire, l'Holocauste et pourquoi il peut se répéter. Dans sa conclusion, il évoque la crise écologique planétaire, la privatisation, la perte de protection fournie par les États, la montée aux extrêmes, et en guise d'exutoire, l'éternelle quête de boucs émissaires. Mais je reviens à Stéphane Hessel. Le grand juriste affirme que la Déclaration universelle a séparé l'homme du reste du vivant. Ce qui lui manque, c'est une description des obligations de l'homme à l'endroit de la nature, ainsi que l'énoncé des droits de certains animaux, comme nous essayons de le faire aujourd'hui pour les grands primates, avec un statut spécial de personne, ou pour d'autres espèces, avec la notion de bien-être animal. Maintenant que nous sommes confrontés aux enjeux de l'Anthropocène, eh bien, notre humanité doit se définir autrement. Alors, si Stéphane Hessel, a eu la lucidité de faire cette analyse critique d'une déclaration datée du milieu du XXe siècle, celle de 1948, ne devons-nous pas en faire autant de l'humanisme des Lumières et de Condorcet? Nos principes en franc-maçonnerie sont hérités de cet élan et de cet esprit. Ils sont rappelés à l'ouverture de nos travaux.
est-ce qu'ils font à la nature une place dans la définition de ce que nous cherchons pour l'être humain? De plus, comme le demandait Bernard Maris, je cite, « Quand le capitalisme aura liquidé la nature, les poissons et les oiseaux, à qui s'en prendra-t-il? Jusqu'où ira la mutilation? » L'humanisme, c'est aussi la question de l'unité du genre humain. Elle se pose maintenant à l'intérieur de la problématique de l'Anthropocène. C'est la perspective qu'adopte le grand ethnologue Claude Lévi-Strauss au sortir de la guerre en 1952. L'UNESCO lui demanda de réfléchir au concept de civilisation mondiale. Cela va donner un remarquable essai, Race et histoire, dans lequel le penseur s'interroge sur la manière qu'ont les sociétés humaines de se définir, en maintenant dans leurs relations mutuelles une certaine diversité. La civilisation ne doit pas être un rouleau compresseur, uniformisant. L'auteur se prononce déjà contre ce que nous entendons par globalisation, celle des marchés et de la libre circulation de la main-d'œuvre et des capitaux. La civilisation, dit-il, semble se réaliser via un double mouvement qui paraît contradictoire. L'unification de l'humanité, on pense à sa facette la plus positive, celle des droits universels, mais aussi, dit-il, le maintien et même le rétablissement des différences, quoi qu'il précise pas n'importe quelle. Et cette tension entre unification et différence doit rester constitutive de notre idéal d'humanisme. Il faut tenir les deux bouts du bâton, comme disait un maître zen quand je pratiquais le zen sur la rue des 5 Diamants dans le 13e arrondissement. Lévi-Strauss contribua aussi à effacer la distinction très occidentalocentriste entre civilisé et sauvage. Il a cherché à montrer comment le monde des aborigènes se construit selon une certaine rationalité, peut-être pas la nôtre toutefois. Voulant aller à l'essentiel concernant la vision du monde occidental, qui est devenue prépondérante grâce au pouvoir de notre science et de notre technique, l'auteur l'a décrit ainsi. L'Occident cherche à accroître la quantité d'énergie disponible par habitant afin de protéger et prolonger la vie humaine. Il apparaissait donc déjà à Lévi-Strauss, penseur du XXe siècle, que l'Occident se distinguerait par son empreinte écologique et susciterait tôt ou tard la remise en question de son projet fondamental. C'est pourquoi, loin de célébrer la globalisation heureuse et l'entrée des sociétés non occidentales dans ce processus, qu'il appelle processus d'arraisonnement de la nature et de la moindre énergie disponible, Lévi-Strauss nous invite à une sortie de ce projet, dont l'un de ses défauts, dit-il, grand penseur qui a été intronisé au Collège de France, il dit, le grand défaut de ce projet, c'est qu'il est centré uniquement sur l'être humain. Certains parlent aujourd'hui de ce projet sous le terme de décroissance. Mais l'ethnologue Claude Lévi-Strauss conclut son texte par un appel extraordinaire à nous libérer du mythe de la dignité exclusive de l'être humain. Ce mythe conduit au nivellement d'une économie globale, traitant l'ensemble du vivant comme une marchandise. Rehausser la nature, c'est du même coup revaloriser le type d'enracinement naturel partout vécu par les sociétés humaines et partout différent. La culture des Inuits, centrée sur le phoque, et que célébra l'humaniste Albert Jacquard dans 5 milliards d'hommes dans un vaisseau, diffère de la culture mélanésienne de l'archipel Kiribati en voie d'être submergé par la montée des eaux et contraint d'envisager le déménagement de ses habitants. Au lieu d'embarquer dans un projet de continuelle amélioration de l'être humain, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi le transhumanisme, Lévi-Strauss dit qu'il nous faut plutôt protéger les espèces vivantes
Il nous faut lutter contre la dépossession accrue de territoires naturels, soustraits à la représentation et à l'usage commun. De manière audacieuse, de cette audace qui nous a manqué, je le crains, Lévi-Strauss parle même de l'identification de l'être humain à toutes les formes de vie, à commencer par les plus humbles. Et ce sont les mots qu'il utilise. Cela pose évidemment toutes sortes de difficultés. Par exemple, comment nous identifier au requin? Comment l'aimer et le protéger? Petit, j'ai découvert le monde avec les yeux de Tintin, et puis je peux vous assurer que le requin, c'est le mal absolu. Mais sur l'identification aux formes de vie les plus humbles, j'aimerais aussi vous raconter une anecdote. Un matin, en me rendant à ma salle de bain, j'ai vu un long insecte du genre de ceux qui vivent dans les tuyaux ou à l'intérieur des murs sortir du trou du lavabo. Mon premier réflexe a été d'ouvrir les robinets au maximum et de le noyer. Après cela, je suis allé à la cuisine. J'ai mangé piteusement ma tartine. Je me sentais un peu lâche. Et puis, je suis retourné à la salle de bain pour me raser. Et là, j'ai vu mon insecte, tout mouillé, sortir à nouveau du trou avec l'air un peu fatigué à cause de l'effort qu'il avait dû entreprendre. Du coup, je l'ai trouvé très brave. Comme un homme qui aurait affronté une intempérie et surmonté un obstacle. À ce moment-là, je l'ai sauvé. Vous savez, Pascal a une belle pensée au sujet de la distance qu'il nous faut avoir avec un tableau. Si on est collé dessus, on ne distingue rien. Et si on est trop loin, c'est la même chose. Alors, il nous faut trouver nous-mêmes la bonne distance, sans se fier à une quelconque théorie. Je dirais au sujet de l'identification au monde animal, dont parlait Lévi-Strauss, que c'est la même chose. Il nous faut trouver la bonne distance entre la confusion des êtres et l'éloignement, c'est-à-dire entre une symbiose qui est impossible, entre moi et l'insecte, par exemple, et l'indifférence envers ce qui, trop étranger, ne pourrait aucunement nous émouvoir. Je pense que même pour le monstre de mon lavabo, il était possible de le voir d'une distance qui n'excluait pas l'empathie. Dans le même ordre d'idées, le philosophe Hans Jonas, dans son principe responsabilité, en appelle, et je cite, à une fidélité à l'égard des soubassements de l'être qui nous a produits. Cette fidélité ne se nourrit pas de l'illusion que tout sera toujours là, comme d'habitude, mais au contraire que la nature est vulnérable, que des espèces disparaissent, incluant le requin, massacré à hauteur de 100 millions par année, et qu'il nous incombe de les protéger, notamment en leur accordant une valeur intrinsèque. Cela veut dire une valeur indépendante de l'utilité qu'elles présentent pour nous, et surtout sans considération d'une quelconque valeur marchande. Un exemple a été donné dans la fameuse affaire du Snail Darter, dans l'État américain du Tennessee, dans les années 70. Un juge a déclaré que la valeur du petit poisson, qui était menacé par un projet de barrage hydroélectrique, que la valeur du petit poisson était inestimable, c'est-à-dire impossible à chiffrer, dans le cadre d'une analyse coût-bénéfice. Les comptables qui avaient été embauchés par les promoteurs du projet savaient bien que le petit poisson disparaîtrait, mais comme il n'avait aucune valeur marchande, ils ont chiffré à 0 le coût de sa disparition. Ce qui rend la valeur intrinsèque inestimable, c'est, on en a parlé tout à l'heure, monsieur en a parlé tout à l'heure, c'est l'importance de préserver la biodiversité. Et cette biodiversité, elle est incommensurable par rapport au profit matériel. Mais les éthiciens parlent aujourd'hui de la valeur intrinsèque également sous une autre dimension, indépendante de la biodiversité qui concerne l'espèce. La valeur intrinsèque reposerait sur l'affirmation que les animaux sont sujets d'une vie. C'est l'expression qui circule en ce moment
dans le domaine, les animaux sont sujets d'une vie et que la capacité de souffrir est largement répandue dans le monde animal et que ceci devrait également être incommensurable au profit matériel que l'exploitation des animaux nous rapporte. Je suis bien conscient en disant ça que cela pose une grande série de problèmes pratiques. On pourra en discuter. Il nous semble évident que la fidélité et le respect de la valeur intrinsèque nous permettra d'affronter les enjeux de l'empreinte écologique et de ses disparités dans un esprit non d'élitisme, mais de réelle démocratie. En effet, la valeur intrinsèque ne renvoie pas une existence isolée, atomisée, valant pour elle toute seule, mais à une interdépendance de tous les êtres au sein de la société humaine comme du monde lui-même. C'est pourquoi, si nous devions parler le vieux langage philosophique d'Aristote, nous pourrions dire de l'humanisme de l'Anthropocène qu'il doit penser l'être en partant d'abord et avant tout du concept de relation et non de celui de substance. C'est grâce à une vision progressiste de l'égalité et de la relation, d'une relation horizontale, d'une relation terrestre, que nous exprimerons le mieux, je crois, notre reconnaissance à l'humaniste visionnaire qu'était dans son temps un Condorcet. En effet, pour enchaîner sur une note plus politique, si nous devons retenir quelque chose de la vision de Condorcet, c'est ce lien entre humanisme et démocratie. Le nouvel humanisme de l'Anthropocène doit aussi s'articuler sur un projet politique, celui de la démocratie. De la même façon que la globalisation actuelle est mortifère et élitiste, n'avons-nous pas appris que 8 personnes possèdent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population terrestre? Et ici, je dois vous confier que j'ai dû mettre mes chiffres à jour parce que, avant de quitter Montréal, j'ai appris d'Alain Deneau, qui est professeur à Paris 8 et qui est un expert sur ces questions, qu'ils sont maintenant 4 personnes à posséder autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Je me souviens qu'il y a 2 ans, quand je parlais à mes étudiants de l'extrême concentration de la richesse, ils étaient 60. Un peu après, ils sont passés à 30, puis 15. Et là, de 8 à 4. À ce rythme, mes amis, bientôt, ils ne seront plus qu'une demi-personne qui pourra dire qu'elle ignore ce que possède sa moitié la plus riche. Je reprends. De la même façon que la globalisation actuelle est mortifère et élitiste, il faudrait que notre humanisme, célébrant la vie sous toutes ses formes, se concrétise par un projet politique et économique plus égalitaire, celui d'une démocratie véritablement citoyenne, et de ça il a été parlé un peu, qui valoriserait l'auto-organisation, une auto-organisation qui se donnerait comme perspective celle de l'auto-limitation, parce que le grand défi de la démocratie, lorsque nous sommes souverains et qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus de nous, un roi, une constitution bétonnée, une autorité religieuse, le grand défi de la démocratie, comme le montrait Castoriadis, c'est d'apprendre à s'auto-limiter, de le faire soi-même. Il ne faut pas attendre qu'une autorité vienne sonner la fin de la récréation. Et je crois donc que la démocratie que nous cherchons à faire revivre doit se penser dans ces termes d'auto-organisation, mais d'auto-limitation, beaucoup. Peux-tu avancer, s'il te plaît? Oui. D'accord. La perturbation et le saccage des milieux naturels retirent aux communautés leur autonomie et les rendent dépendants d'une technologie qu'ils ne peuvent maîtriser. Les élites ne le souhaitent pas de toute façon et les inégalités se creusent davantage. C'est un autre aspect du problème. Afin de l'exposer clairement, permettez-moi de citer l'essayiste Pierre Madelin, un essayiste français qui vit maintenant au Chiapas. Si notre principale source d'énergie pour le chauffage et la cuisine est le bois, que nous ramassons nous-mêmes, nous aurons évidemment conscience des limites naturelles de notre ponction sur la ressource bois, qui provient d'un écosystème forestier dont les capacités d'autorégénération sont tributaires de notre bonne gestion. Qui plus est,
comme récolter ce bois implique un effort physique conséquent, nous essaierons généralement de n'en prendre que le strict nécessaire à la satisfaction de nos besoins. Nous essaierons de ménager la ressource, car nous entretenons un rapport direct avec elle. Et nous pouvons nous représenter clairement quels seraient les effets d'une surexploitation. Imaginons maintenant que notre électricité provient d'une centrale énergétique éloignée et hétéronome comme une centrale nucléaire. Nous n'avons alors plus aucune possibilité de nous représenter la source de production d'énergie, les mécanismes de sa distribution et les effets délétères éventuels de sa consommation. Le cycle énergétique est devenu entièrement abstrait. Fin de la citation. Ce contraste entre le bois et le nucléaire peut paraître romantique. D'ailleurs, Madelin en est conscient et ne prône pas un retour à une ruralité bucolique. Mais nous voyons ce qui est en jeu avec les dispositifs technologiques à grande échelle du capitalisme mondialisé. Non seulement ces processus échappent à la délibération démocratique des communautés et à toute entreprise d'auto-limitation, mais ils font aussi en sorte que le monde se soustrait de plus en plus à notre représentation. En ce sens, l'un des plus grands défis de l'Anthropocène, cette ère de démesure, est d'éviter que notre monde devienne obscur, incompréhensible, et que chacun se replie, en désespoir de cause, sur sa sphère privée, ce qui justifierait une direction autoritaire jugée nécessaire pour sauver la mise. L'humanisme de l'Anthropocène deviendrait alors le masque de l'écofascisme. Nos principes font depuis plus d'un siècle une place importante au concept de société comme milieu de vie et terreau d'épanouissement des individus. Socrate expliquait à Phèdre que s'il sortait rarement des murs de la ville, c'est que les arbres de la campagne ne lui disaient rien. Seuls les hommes dans la cité pouvaient parler avec lui. La société est la société des hommes. Mais notre humanisme doit penser l'homme en interaction avec le milieu naturel. Il faut conceptualiser une sorte d'ancrage. 3 pistes ici, celle des communs, les biorégions et les chitaslow. La renaissance des communs apparaît de plus en plus comme la dimension sociale qui sera au fondement de la transition écologique. Il est intéressant de se rappeler que le jeune Marx s'est fait connaître par ses éditoriaux dans la Gazette rhénane en faveur des paysans accusés d'avoir volé du bois. Les anciens bois communaux avaient été privatisés. Aller s'y servir pour se chauffer était désormais une atteinte à un bien privatisé. Aujourd'hui, un auteur américain comme David Bollier a bien montré l'importance de protéger un patrimoine commun. L'eau, les terres, les forêts, mais aussi des biens immatériels comme peuvent l'être les encyclopédies du savoir. C'est Edward Snowden lui-même qui propose que les grands opérateurs de l'Internet deviennent propriété publique. Je pense que nous avons ici un domaine de réflexion important pour la définition de l'humanisme de l'Anthropocène. Si nous voulons l'amélioration matérielle et morale, et le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, il nous faut reconnaître que le visage que nous voulons donner à l'humanité repose sur un tronc commun. L'ère de l'Anthropocène rend plus que jamais nécessaire de penser l'humanisme à partir de ce qui doit être commun aux hommes. C'est bien naturel et immatériel. Sans ce cadre juridique fort, protégeant de l'abus, de l'enrichissement personnel et de la destruction de ce qui est commun aux hommes, l'homme restera mutilé, comme le disait Bernard Maris. Une seconde piste intéressante, et j'accélère, nous est offerte avec l'idée de biorégion. Il s'agit d'un espace géographique relativement homogène où la population vivrait en harmonie avec les données naturelles et protégerait les équilibres naturels. Pour faire un clin d'œil à l'actualité nord-américaine, c'est ce que Rémi m'avait suggéré de faire, lorsque l'État faillit à sa mission face aux défis posés par le réchauffement climatique, des administrations œuvrant à des échelles plus petites peuvent se sentir interpellées et ainsi favoriser plusieurs initiatives locales. C'est le cas, par exemple, de la Californie, c'est le cas de l'Oregon, dans l'ouest des États-Unis, avec ses transports en commun, son agriculture biologique et son alimentation végétarienne très populaire, ou de la ville de Burlington, dans l'est au Vermont, patrie de Bernie Sanders, qui est la première ville américaine à fonctionner entièrement avec des énergies renouvelables. On se demandera si de telles actions à petite échelle peuvent compenser
l'incurie ou la faillite des États traditionnels? Il n'est pas possible de répondre à cette question pour le moment. Mais concernant les récentes décisions de l'administration Trump en faveur de l'industrie du charbon, certains spécialistes disent que ce secteur est de toute façon voué à un déclin inéluctable. Il n'y aurait là que de l'électoralisme, certes navrant, mais qui fouette déjà les villes et les États progressistes, nombreux aux États-Unis, à aller de l'avant avec des initiatives et des innovations de toutes sortes. Le projet de biorégion que nous avons mentionné se conjugue avec un concept d'urbanité. Certaines villes de taille moyenne peuvent plus facilement s'intégrer à un tel espace. En Europe, le réseau italien des 50 Città Slow, un nom qui évoque le slow food, la décroissance et les thèses d'Ivan Illich, semble une voie prometteuse. On a fixé à 60 000 personnes le nombre optimal de la population de ces cités, se voulant une alternative au capitalisme. Pour le vieil Aristote, il fallait que la cité puisse être embrassée du regard et que le nom du Père de chacun n'y soit pas inconnu. Notre humanité doit aujourd'hui s'affirmer dans d'énormes mégalopoles et d'aucuns y verront un défi, voire un obstacle, au projet de biorégion et de Città Slow. Par ailleurs, le capitalisme mondialisé, c'est aussi la mobilité généralisée de la main-d'œuvre, la délocalisation. Et comme le mentionne Pierre Madeleine, la pratique politique commune et le souci pour l'intégrité écologique s'en trouvent compromis. Par quelle voie peut alors se réaliser l'identification à un lieu que nous évoquions tout à l'heure avec Lévi-Strauss? Un enracinement est-il toujours possible? Est-ce d'ailleurs le terme dont nous devons faire la promotion afin de répondre aux enjeux de l'humanisme de l'Anthropocène? Nous sommes conscients de son utilisation dans la rhétorique du nationalisme et de la tentation du repli sur ses frontières, un thème hélas d'actualité. Il y a même un risque réel de retour à la notion d'espace vital, combiné à l'impératif politique d'assurer la sécurité alimentaire. Des États forts, prédateurs, pourraient alors dépecer littéralement des États faibles. L'Afrique semble être le continent de ce grave danger. Mais pour revenir à Lévi-Strauss, je ne saurais dire s'il conjuguait identification et enracinement. Je pense que nous devons en appeler à une identification spirituelle, non pas seulement au territoire, mais au vivant dans sa diversité et son unité. C'est en ce sens qu'un philosophe universel comme Jacques Derrida confiait sobrement à Elisabeth Roudinesco que, selon lui, la spiritualité du XXIe siècle s'ancrerait dans une redécouverte de nos liens avec la nature et le monde animal. Nous nous verrions alors comme les compagnons voyageurs des autres espèces dans l'odyssée de l'évolution, selon la belle formule d'un écologiste américain. Je ne peux voir d'utopie plus souhaitable pour l'humanisme de l'Anthropocène. C'est pourquoi, en guise de conclusion, je dirais que notre quête d'égalité ne sera pas possible tant que nous persisterons dans le schéma anthropocentrique des Lumières, celui qui ne reconnaît pas l'importance de certains vivants. Nier les formes de vie les plus humbles peut conduire dangereusement à nier les êtres humains les plus humbles. Je renvoie ici à la terrible étude de l'historien anglais Charles Patterson sur la parenté technique entre les dispositifs de concentration et d'extermination des animaux et ensuite leur application sur les humains lors de l'Holocauste. Mais l'inverse doit aussi être vrai. Rehausser les formes de vie les plus humbles, c'est rehausser l'humanité dans sa diversité sans considération de puissance ou de richesse. L'humanisme de l'Anthropocène, c'est l'obligation pour l'homme de penser au progrès en faisant tomber une barrière de plus. Après le racisme et le sexisme, le spécisme, comme l'articule si bien le philosophe australien Peter Singer. La liberté d'une marche en avant, et nous pouvons militer pour libérer les animaux, ce qui ne veut pas dire les retourner tous à la vie sauvage, mais les libérer dans la société humaine, qui en deviendrait plus humaine, aussi paradoxale que cette proposition puisse paraître. Mais pour cela, il faut reconnaître qu'ils sont sujets d'une vie et qu'à ce titre, nous devons entrer avec eux dans une relation plus empathique et plus juste aussi. Sur l'empathie, Darwin a bien montré qu'elle est un fruit de l'évolution naturelle. L'empathie est une qualité émergente, comme l'auto-organisation que nous évoquions. Nous partageons cette capacité d'empathie avec d'autres mammifères.
Notre espèce n'a pas évolué en vase clos, mais au sein d'interrelations complexes. Et c'est cela qui a engendré les identifications dont parlait Lévi-Strauss. J'évoquais en introduction nos principes. Durant les quelques 5 années où j'ai tenu ce que nous appelons en franc-maçonnerie le premier maillet, je me suis permis d'apporter une toute petite modification au magnifique texte que nous récitons lors de la chaîne d'union. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère, de conclure en répétant ici, tandis que nous réfléchissons au sens de l'humanisme, quelques-unes de ces belles paroles sur la solidarité universelle. Enrichissons là de nombreux et solides anneaux de pur métal et élevant nos esprits vers l'idéal de notre ordre, efforçons-nous de rapprocher tous les êtres par la fraternité. Le texte, dans sa forme canonique, ne dit pas tous les êtres. Il spécifie tous les êtres humains. Une toute petite différence. Et pourtant, un tel écart que seule l'utopie, au centre de nos réflexions, au cœur de nos utopiales, semble nous autoriser à envisager qu'il puisse un jour être réellement comblé. Rassembler ce qui est éparse, ne plus parler seulement que de l'être humain, nommer l'importance du reste, dire, avec les mots de notre science, de notre philosophie, de notre spiritualité, ce qui est commun aux hommes et cette inouïe unité du vivant, comme le faisait en son temps Pythagore, un géomètre, un philosophe et un initié. Je laisserai à un poète, Henri Michaud, le soin de nous guider dans la recherche d'un humanisme de l'Anthropocène. C'est ce qui n'est pas homme autour de lui qui rend l'homme humain. Merci. Moi, je pense que c'était, comment dirais-je, nécessaire d'avoir cette vision, qui est une vision beaucoup plus large, une vision philosophique, je pense. C'est une réflexion, parce que, en définitive, ce à quoi on est confronté, c'est, je dirais, un changement de paradigme. Il faut qu'on change complètement le paradigme sur lequel nous vivons depuis longtemps. C'est donc un changement psychologique extrêmement important que nous avons à faire. Et ce dont je suis convaincu tout à l'heure, c'est que ce changement, c'est d'abord nous, hommes des pays développés, qui devons le faire. C'est peut-être difficile à dire, mais c'est nous d'abord qui devons le faire. On ne peut pas reporter sur les autres pays qui ne connaissent pas le même développement que nous la responsabilité que nous avons. Et moi, c'est l'élément que je crois qu'il faut lire. C'est pas facile, après ça, quand on est dans le concret, de retourner et de dire qu'est-ce que c'est que la sobriété. C'est vrai que c'est pas simple. Avec toujours l'élément, un peu la moquerie, la sobriété, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas vrai. On peut être heureux en étant sobre. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut que de plus en plus... Moi, je suis tout à fait sensible au dernier élément, c'est effectivement la relation. C'est en tout cas que j'avais lu ce que Descola est écrit sur les hachoirs, et la relation effectivement entre les hommes et les animaux. Je crois que c'est un élément fondamental aujourd'hui que de retrouver cette relation avec la nature qu'on a effectivement complètement perdue. En tout cas, voilà ce que je voulais dire. Pour clore ces travaux, il me vient une réflexion. Je travaille sur les questions du réchauffement climatique depuis 1990. Ce que nous constatons, nous, scientifiques, c'est que ce sont toujours les prévisions les plus pessimistes qui se révèlent exactes. Aujourd'hui, la COP21 a pris théoriquement des mesures qui permettent de limiter l'augmentation de la température, si tout se passe bien, autour de 2 degrés. Cela engendrera néanmoins un certain nombre de conséquences, notamment sur le niveau de la mer. Il faut s'attendre à voir monter ce niveau de la mer avec la fonte des glaces continentales, Himalaya, mais surtout Groenland. Au moins 1 mètre avant la fin du siècle, au moins, peut-être même avant. Si cet objectif de la COP21 n'est pas atteint pour différentes raisons, et nous avons, quand on entend les discours qui proviennent de Russie ou des États-Unis, quelques inquiétudes à ce propos, ce n'est pas vers 2 degrés, car aujourd'hui, les courbes que nous constatons nous entraînent, à la fin du siècle, sur des hausses de température de 5,5 degrés. À ce titre,
cela veut dire que toutes les glaces du Groenland vont fondre dans le cours du prochain siècle. À ce titre, cela implique une hausse du niveau de la mer de 7 mètres. L'Antarctique ne bouge pas trop pour l'instant, mais il est certain que dans un contexte d'augmentation importante de nos températures, il sera appelé à bouger. Et pour vous donner une idée de ce que représente l'Antarctique, à l'échelle de peut-être plusieurs siècles devant nous, c'est 70 mètres d'eau en plus qu'il faut s'attendre à voir sur nos côtes si l'Antarctique était appelé à fondre totalement. Un nouveau déluge. Faut-il construire une arche de Noé? Ou bien faut-il essayer, en prenant des décisions courageuses, de limiter, autant que faire se peut, ce réchauffement climatique en décarbonisant au maximum, le plus vite, toutes nos activités.